Ivy Reed aurait dû être chez elle ce soir-là, dans son petit appartement de Beacon Hill, en train de terminer un vieux roman tandis que la pluie traçait des lignes sur la fenêtre. À la place, peu après 6 heures, elle reçut un message de Sarah, une collègue de l'agence événementielle, lui disant qu'elle était malade et qu'elle avait besoin de quelqu'un pour prendre son service lors de l'anniversaire de Miller Global. Ivy n'hésita que quelques secondes. À 27 ans, elle savait que les factures en retard n'acceptaient aucune excuse. Elle enfila son manteau, attacha ses cheveux sombres et se dirigea vers Harbour Crown Tower. 1 heure plus tard, l'ascenseur de service s'ouvrit devant une salle illuminée par d'immenses lustres. Des serveurs traversèrent l'espace avec des plateaux argentés, des musiciens jouaient près des fenêtres et des invités importants discutaient comme si chacun de leurs mots pouvait faire bouger les marchés. Ivy reçut une chemise noire, un tablier discret et des instructions pour circuler entre les tables sans attirer l'attention. Au centre de la salle se trouvait Adrien Miller, directeur général de l'entreprise et fils du fondateur Robert Miller. L'hommage de cette soirée était dédié à son père décédé, mais Adrien semblait agacé par chaque comparaison. Robert serait fier. Votre père avait une vision extraordinaire. Vous êtes encore jeune. Avec le temps, vous atteindrez le même niveau. Quand vint son tour de parler, Adrien leva son verre devant les invités. Les entreprises ne sont pas construites par ceux qui observent. Elles sont construites par ceux qui prennent des risques, dirigent et prennent des décisions. Quelques personnes applaudirent. Ivy, qui passait près de la scène, entendit cette phrase et ressentit cette vieille irritation de quelqu'un qui avait passé des années à servir des personnes convaincues qu'un uniforme signifiait une absence d'ambition. Peu après, un invité recula sans regarder et heurta le plateau d'Ivy. Un verre se renversa, répandant du vin sur la chemise claire d'Adrien. « Je suis désolé, monsieur, » dit Ivy en cherchant une serviette. « C'est exactement pour cette raison que le personnel devrait savoir garder ses distances. Je me suis excusé. Cet accident n'était pas intentionnel. » Elle se retourna, mais Adrien, déjà irrité par l'alcool et les comparaisons avec son père, l'appela de nouveau. « Attendez. » Adrien sortit de la poche intérieure de sa veste une vieille enveloppe. Elle devait être utilisée plus tard lors d'une présentation consacrée à Robert. À l'intérieur se trouvait une phrase écrite en latin, copiée depuis un carnet du fondateur. « Vous semblez très sûr de vous, dit Adrien. Je vais vous proposer quelque chose de simple. 1 million de dollars si vous parvenez à lire ceci correctement. Je n'ai pas besoin de participer à ça. Alors vous n'en êtes pas capable ?» Elle inspira profondément. Pendant des années, elle avait appris que les personnes arrogantes reculaient rarement lorsqu'elles se heurtaient au silence. « Donnez-la-moi. » Ivy lut la phrase une fois, puis prononça chaque mot en latin avec clarté. Sa prononciation surprit même un professeur d'université présent dans la salle. Ensuite, elle traduisit « Celui qui reçoit le pouvoir et oublie l'humanité finit prisonnier de sa propre ombre. » Peut-être que votre père a conservé cette phrase, parce qu'il pensait qu'il était important de s'en souvenir. Adrien resta immobile, tenant l'enveloppe devant des dizaines de personnes. Pour la première fois de la soirée, il ne se sentit pas comparé à Robert. Il se sentit observé à travers ce qu'il venait de révéler sur lui-même. Des heures plus tard, seul dans son appartement donnant sur l'eau, Adrien trouva la vidéo de la scène publiée sur les réseaux sociaux. Les images comptaient déjà des milliers de vues. Les commentaires critiquaient son attitude, défendaient Ivy et exigeaient qu'il tienne sa promesse. Ivy n'avait pas semblé surprise par le latin. Elle n'avait pas improvisé. Elle connaissait cette langue. Avant l'aube, Adrien appela le service de sécurité de l'entreprise et demanda des informations de base sur l'employé temporaire. Ivy Reed, 27 ans, adresse à Beacon Hill. Emploi temporaire dans l'événementiel, les cafés et les réceptions. Études interrompues en lettres classiques en Californie. James Reed. James avait été un journaliste connu pour enquêter sur de puissantes entreprises. Plus de 10 ans auparavant, il avait passé des mois à analyser des documents liés à une ancienne unité industrielle de Miller Global près de Tacoma. Adrien était jeune à l'époque, mais il se souvenait de son père rentrant tard à la maison après des rencontres confidentielles avec ce journaliste. Peu après, James avait disparu à la suite d'un accident de la route. L'enquête s'était terminée sans conclusion. Ce même matin, Brooke Hayes, responsable de la communication de l'entreprise,
entra précipitamment dans le bureau. « Nous devons gérer la crise provoquée par la vidéo. Je veux que vous découvriez tout ce que vous pouvez sur James Reed. »« Adrien, cela n'a aucun rapport avec la fête. » Le téléphone posé sur le bureau sonna. Adrien décrocha. Une voix masculine ne prononça qu'une seule phrase. « Si vous respectez la mémoire de votre père, cessez de chercher la famille Reed. » Ce soir-là, Ivy rentra chez elle après un autre service et remarqua que la porte de son appartement était entr'ouverte. Rien de précieux n'avait été volé. L'ordinateur était toujours là. Le portefeuille se trouvait encore dans la cuisine et la télévision était intacte. Mais des tiroirs avaient été ouverts, des livres étaient éparpillés et de vieux papiers recouvraient le sol. Sur la table, quelqu'un avait laissé une photographie de James Reed. Sur l'image, le père d'Ivy était assis dans son ancienne rédaction. À côté de lui se trouvaient plusieurs enveloppes en papier ivoire. Les enveloppes étaient pratiquement identiques à celles qu'Adrien avait montrées dans la salle. Pendant ce temps, Adrien reçut un email anonyme. Il ne contenait qu'une photographie en pièces jointes, prise lors de l'inauguration de l'unité de Tacoma. Robert Miller apparaissait aux côtés de James Reed. Derrière eux, une fillette de 8 ans tenait la main de James. C'était Ivy. Sous l'image, une phrase avait été tapée. « La vérité coûte toujours plus cher que l'argent. » Le lendemain matin, Ivy sortit sur le trottoir avec des sacs de courses et trouva la voiture d'Adrien garée devant l'immeuble. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Adrien sortit du véhicule et lui montra la photographie sur son téléphone. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Mon père en avait une copie. On disait que nos pères étaient ennemis. Moi aussi, je le croyais. » Adrien lui raconta l'appel anonyme. Ivy révéla alors qu'elle était revenue à Seattle 6 mois plus tôt pour examiner des documents laissés par James. Pendant des années, elle avait cru que son père était mort alors qu'il enquêtait sur Miller Global. Cependant, certaines vieilles notes suggéraient qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de plus important qu'un simple problème environnemental. « Je veux des réponses, » dit Ivy, « pas de l'argent. » Il lui expliqua que l'entreprise conservait de vieilles archives dans un entrepôt près de Tacoma. « Vous vous attendez à ce que j'entre avec vous dans les archives de Miller Global ?»« Oui. Ça ressemble à une très mauvaise idée. C'en est probablement une. » Après quelques secondes, elle répondit « Demain matin. » Le lendemain matin, Adrien arriva sans chauffeur. Ivy monta dans la voiture vêtue d'un jean, de baskets et d'un manteau simple. Elle n'avait avec elle que son téléphone et un gobelet de café. Les archives se trouvaient derrière une vieille clôture, dans un bâtiment en béton presque oublié. Un employé âgé nommé Arthur Bell reconnut immédiatement Adrien. « Monsieur Miller, cela fait des années qu'aucun membre de la famille n'est venu ici. J'ai besoin des dossiers du projet North River. » Arthur perdit son sourire. « Ces documents ont été placés sous scellé par Robert Miller. » Adrien soutint son regard. « Alors aujourd'hui, ils seront ouverts. » Arthur hésita, mais finit par les conduire jusqu'à une salle remplie de boîtes. Avant de partir, il leur adressa un avertissement. « Votre père disait que certaines vérités changent la vie de personnes qui ignorent même qu'elles en font partie. » Ivy regarda la porte se refermer. C'était un avertissement. Adrien tira la première boîte vers lui. Aujourd'hui, tout ressemble à un avertissement. Ils commencèrent à chercher. Les premières boîtes contenaient des rapports administratifs, d'anciens contrats et des photographies d'inauguration. Ivy avançait feuille après feuille, tandis qu'Adrien consultait un inventaire presque effacé. Après 2 heures, ils remarquèrent un schéma étrange. Les documents concernant le projet North River étaient trop complets. Il n'y avait aucune plainte, aucun désaccord technique, ni aucun rapport d'urgence. Tout semblait avoir été préparé pour raconter une histoire parfaite. « Aucun projet de cette ampleur ne fonctionne sans problème, » dit Ivy. « Quelqu'un a réécrit le passé. » À l'intérieur d'un dossier gris, Ivy trouva une pièce métallique détachée. En la tirant, elle découvrit des documents cachés sous le revêtement intérieur. Il s'agissait de registres de visiteurs, d'autorisations et de demandes d'accès. Il est venu ici. Adrien examina les dates. James avait visité les archives à plusieurs reprises pendant son enquête. Cependant, sur la dernière feuille, figurait une autorisation signée permettant de consulter une évaluation environnementale indépendante. La date était postérieure à l'accident qui, officiellement,
avait coûté la vie à James. Ça ne peut pas exister. Ça pourrait être une falsification. Je connais l'écriture de mon père. Alors nous devons partir d'ici. Sur le chemin du retour, Ivy resta silencieuse. Pendant des années, elle avait appris à vivre avec la mort de son père. À présent apparaissait une possibilité plus difficile encore. Peut-être avait-il survécu et choisi de disparaître. Adrien emmena Ivy dans son appartement où il pourrait comparer les documents. Elle ouvrit sur son téléphone des photographies de vieilles lettres de James. L'inclinaison des lettres, la forme des chiffres et la manière dont il écrivait son nom de famille correspondaient. « C'est bien lui, » dit Ivy. Si James était vivant après l'accident, quelqu'un a dû modifier les registres officiels. Et il a demandé l'accès à une expertise indépendante. Les expertises coûtent de l'argent. Si l'entreprise l'a payé, il y aura une trace financière. Il accéda à d'anciennes archives de Miller Global et trouva des paiements liés au médecin personnel de Robert, le docteur Jacob Sullivan. Ils arrivèrent chez lui au début de la soirée. Le médecin à la retraite accueillit Adrien avec gentillesse, mais son expression changea lorsqu'il entendit le nom de James Reed. Nous devons comprendre tout ça. Je savais que quelqu'un finirait par trouver cette signature. Mon père a survécu? Oui. Où est-il? Je ne sais pas où il se trouve aujourd'hui. Comment puis-je croire ça? Jacob expliqua que James avait découvert que des dirigeants dissimulaient des analyses environnementales, modifiaient des rapports et exercèrent des pressions sur des employés. Lorsque Robert comprit que le journaliste était en danger, il décida de l'aider. Robert et James n'étaient pas ennemis, dit Jacob. Ils faisaient semblant de l'être. Adrien fixa le médecin. Mon père a aidé à cacher James pour le maintenir en vie. L'accident avait été mis en scène. Jacob avait participé à la création de faux dossiers médicaux et aidé James à disparaître avant que des personnes liées au conseil d'administration puissent le localiser. Il a laissé une enfant croire qu'il était mort, parce qu'il pensait que tout contact vous mettrait en danger. Qui voulait le réduire au silence? Robert ne m'a jamais donné le nom. Il a seulement dit qu'il s'agissait de quelqu'un de proche, avec suffisamment d'influence pour manipuler les documents internes. Existe-t-il une preuve? La signature de cette personne figure sur la version modifiée du rapport environnemental. J'ai passé toute ma vie à croire que mon père protégeait l'entreprise avant tout. Et moi, toute la mienne à croire que mon père avait perdu. Peut-être qu'ils essayaient tous les deux de gagner autre chose. Adrien démarra la voiture. Nous allons retrouver ce rapport. Arbor Crown Tower était presque vide lorsqu'ils arrivèrent. Adrien conduisit Ivy jusqu'à l'étage de la direction et accéda au système interne appelé Vault. Il tapa North River. Aucun résultat. L'écran indiqua que l'accès était restreint. « Vous êtes le directeur général, » dit Ivy. « On dirait que quelqu'un a créé un niveau au-dessus de moi. » Adrien se souvint d'un système de récupération créé à l'époque de Robert. En utilisant d'anciens identifiants, il atteignit une zone cachée. Un dossier apparut. Phoenix. À l'intérieur se trouvaient des mémorandums, des paiements, les rapports de laboratoire originaux et les versions modifiées. La contamination avait été grave et connue en interne. Puis, ils trouvèrent l'évaluation indépendante. Sur la dernière page figuraient plusieurs validations. La signature finale appartenait à Evelyn Stone. Adrien resta silencieux. « Qui est-elle » demanda Ivy. « La présidente du conseil d'administration. » Il déglutit. « Et la meilleure amie de mon père. » Evelyn avait été présente aux anniversaires, aux remises de diplômes et aux funérailles de Robert. Après la mort de celui-ci, elle avait conseillé Adrien pendant son ascension. À présent, son nom apparaissait sur des documents liés à la dissimulation. Adrien continua ses recherches. Il y avait des paiements à des sociétés de sécurité, des ordres de surveillance et des messages concernant James Reed. Un mémorandum décrivait la nécessité d'empêcher définitivement certaines informations d'atteindre la presse. « Copiez tout », dit Ivy. Adrien connecta une unité de stockage. Le transfert commença. 70%, 80, 90. Soudain, l'écran devint rouge. Accès non autorisé détecté. Le dossier Phoenix disparut. La porte du bureau se verrouilla automatiquement. Les lumières s'éteignirent. Une voix familière retentit dans les haut-parleurs. « Adrien. » Il reconnut Evelyn Stone. « J'espérais que vous ne trouveriez jamais ce dossier. » Adrien s'approcha du bureau. « Vous saviez pour James. Je savais tout ce qui menaçait cette entreprise.
Ivy resta à côté de lui. Vous avez falsifié les rapports. Evelyn ignora la question. Robert avait lui aussi commencé à croire que les sentiments devaient intervenir dans les décisions difficiles. Mon père essayait de réparer ce que vous aviez fait. Votre père détruisait ce qu'il avait fallu des décennies à construire. Adrien serra l'unité de stockage dans sa main. Evelyn poursuivit. Je vous ai donné une place au conseil. J'ai convaincu des gens que vous étiez prêts. Tout ce que vous aviez à faire, c'était maintenir l'entreprise stable. Sa voix devint plus froide. Au lieu de cela, vous avez laissé une employée temporaire transformer sa curiosité en désastre. Adrien regarda Ivy. Quelques jours plus tôt, lui-même aurait pu utiliser des mots semblables. À présent, il comprenait. Pour Evelyn, les personnes sans fonction n'existaient pas jusqu'au moment où elles devenaient une menace. La sécurité monte, dit-elle. Ivy sera tenue responsable de l'intrusion. Vous serez écarté pour comportement instable. Demain, personne ne vous fera confiance. Le système retomba dans le silence. Ivy parcourut les murs du regard. Il doit exister une autre sortie. Il n'y en a pas. Elle regarda la bibliothèque. Votre père a conçu ce bureau, n'est-ce pas? Adrien acquiesça. Un homme qui cachait des secrets à son propre conseil d'administration n'aurait pas construit une pièce sans autre issue. Cette phrase réveilla un souvenir. Quand Adrien avait 15 ans, Robert avait montré cette bibliothèque et lui avait dit « Tout système a besoin d'une deuxième sortie ». Adrien se dirigea vers les livres. 3 titres attirèrent son attention. Un ouvrage sur Rome, un essai sur l'humanité et un roman sur les ombres. Pouvoir. Humanité. Ombre. Les mêmes idées que dans la phrase en latin. Il appuya sur les livres dans cet ordre. Une partie de la bibliothèque se déplaça. Derrière elle se trouvait un passage étroit. Des pas résonnaient dans le couloir. Adrien entraîna Ivy à l'intérieur. La bibliothèque se referma quelques secondes avant que quelqu'un ne tente d'ouvrir la porte. Au bout du passage se trouvait un vieil ascenseur. Ils descendirent jusqu'à un sous-sol oublié. Lorsque les portes s'ouvrirent, 2 agents de sécurité les virent. Adrien redressa les épaules. Il y a eu une intrusion à l'étage de la direction. Madame Stone m'a demandé d'accompagner Ivy dans un endroit sûr. Les hommes hésitèrent. Fermez immédiatement tous les accès. Cette fois, l'autorité d'Adrien servit à protéger. Ils obéirent. Quelques minutes plus tard, Ivy et Adrien traversèrent le garage en direction de la voiture. Lorsque Arbor Crown Tower disparut dans le rétroviseur, Ivy demanda « Et maintenant ?» Adrien lui montra l'unité de stockage. « Maintenant, nous allons rendre la vérité impossible à cacher. » Adrien conduisit Ivy chez Kevin Shaw, un ancien spécialiste de Miller Global. Pendant la nuit, Kevin copia les fichiers et envoya les preuves à des journalistes, des avocats et aux autorités. Au matin, le scandale était devenu public. Evelyn Stone tenta de tout nier, mais Jacob Sullivan confirma l'histoire. D'anciens registres conduisirent Ivy jusqu'à une maison près de Walla Walla. Là, après des années à croire qu'elle était seule, elle retrouva James Reed vivant. Des mois plus tard, Evelyn fut tenue responsable. Adrien quitta l'entreprise et créa, aux côtés d'Ivy et de James, un centre communautaire. Finalement, Adrien comprit que le véritable pouvoir commence lorsque personne n'a besoin de vous obéir par peur.